Du coup, donc c'était calme jusqu'au test privé. Donc de juin 2016 à janvier 2017, c'était très petit comité et juste entre guillemets en one-on-one, joueurs et moi, et un peu les joueurs entre eux. Et lorsqu'on a lancé des tests privés, on a créé un Discord officiel, on a commencé à vraiment squatter le Reddit pour engager les gens. Et ça a été un moment important parce que tous ces gens que j'avais reçus par email, ben, on les a tous invités à la bêta et ils se sont tous retrouvés sur un Discord. Donc ça a été les premiers embryons vraiment de notre communauté. Et c'était vraiment sympa en fait parce que on n'était pas beaucoup et genre sur les 25 personnes du studio, on devait être 12 tout le temps sur le Discord. Donc ça permettait aux joueurs d'interagir directement avec les gameplay programmeurs, avec les game designers, avec même parfois les artistes. C'était la lune de miel quoi. Et, euh, et le fait qu'on soit directement accessible et présent, ça a quand même appuyé une image qu'on voulait donner qui était on est un studio indé, même si le jeu est en 3D, multi, ça créait des attentes en fait qui étaient un peu en décalage avec notre force de frappe. Donc le fait d'être là, présent et discuter avec eux, ça nous a permis vraiment d'appuyer cette image de on est un petit studio à la cool, on est passionné, ça a un peu managé les attentes, on va dire. Donc tout ce qui est image et action, on avait même à cette époque-là, vu que les tests étaient sous NDA, les gens qui participaient aux tests ne pouvaient pas forcément parler de ce qu'ils avaient vu dans le jeu. Donc c'était par rapport au large public, ils avaient peu d'informations disponibles et du coup ça favorisait en fait les spéculations. Et nous derrière de notre côté, toutes nos démarches, que ce soit sur le site web ou même dans les interviews avec la presse, on essayait vraiment d'appuyer notre démarche de on est un studio indé, on explique nos choix du bon bah voilà, là on va faire que du 3v3 parce que 6v6 en fait la PS4 elle tient pas ou ce genre de choses. On essayait vraiment d'expliquer nos choix à ce moment-là et ouais, de créer, d'amortir en fait le décalage potentiel entre les attentes et ce qui était du domaine du réel. Touc, touc, touc. Bon, parfois c'est honnêtement difficile de trouver la bonne dose de détails. Quand tu veux être pédagogue avec les joueurs, bah, parfois tu as envie de leur dire ouais mais en fait là on est en train de débugger ou faut qu'on intègre une nouvelle version du moteur ou ce genre de truc et en fait ils s'en foutent parce que c'est transparent pour eux. Donc c'est assez compliqué de trouver la bonne dose de détails et bah, j'y travaille toujours. Mais à cette époque-là c'était quand même plus facile parce que bah, y avait maximum 200 joueurs, donc forcément ces gens-là étaient plus réceptifs que le grand public lorsqu'on allait vraiment plus dans les détails. Oui. Juste pour la gestion du Discord au quotidien, Ouais. je ne sais pas si c'était peut-être une fois par semaine, c'était en journée, en soirée, tu avais des horaires fixes avec les... Alors en fait, quand les tests se sont faits, j'étais toute seule. En gros, j'ai pas eu d'équipe de modération avant le launch. Mais le truc sympa, c'est que déjà, en fait, avec les emails, j'avais déjà repéré des profils. Et lorsque le Discord a débarqué, il y a des gens qui très vite, en fait, se sont proposés pour modérer, pour m'aider à faire de la curation et tout. Donc je me suis construit une team de 5-6 personnes volontaires où bah, déjà de base dans la relation, je leur disais bah, je suis désolée, je peux pas te payer, mais franchement cool mec. Et à la fin, il y a des gens avec qui on continue à bosser. Bon, on leur envoie des goodies, ils sont toujours là pour les tests. Pour le coup, je sais pas si c'est un mélange de chance ou s'il y a toujours des gens comme ça dans les communautés, mais c'est vrai que tu avais des têtes de file en fait qui m'ont grave soulagée parce que bah, mine de rien, je pouvais pas être tout le temps sur le Discord. Mais eux, en fait, mais par contre, vous faisiez en sorte avec cette équipe que tu as pu monter parmi Les les volontaires, testeurs, les volontaires, d'être constamment en contact, ouais. contact. En gros, moi, je passais sur le Discord en général quand j'avais un trou entre deux réus ou j'essayais de passer, ou même le soir quand je rentre chez moi, tu vois. Et à côté du Discord, j'avais une conversation privée avec les modérateurs et ils avaient mon numéro de téléphone aussi. Des fois, ils me pinguaient genre ouais Jess, je pense que les serveurs là ils sont down ou là il y a eu du drama. On avait quand même cette conversation privée sur laquelle je passais quand même facilement plus de temps parce qu'ils me faisaient remonter les trucs déjà importants à l'époque. Donc ouais, c'est cool. Heureusement qu'ils étaient là. Tuk tuk tuk. Et ouais, du coup, à ce moment-là, pour moi, c'était vraiment le meilleur moment pour passer du temps pour communiquer parce que ça m'a permis de poser des bases sur l'image du studio parce que je savais qu'en fait, au moment où le launch serait là et même sur le post-launch, mes tâches de gestion de projet allaient prendre le dessus et j'aurais moins de temps en com.
Donc là où j'avais des gens qui étaient de base plus engagés, c'était vraiment le meilleur moment en fait pour leur parler, pour leur montrer qui on était, pour que ensuite derrière ça ruisselle. Lorsque ces gens-là allaient parler à des nouveaux joueurs pour leur dire non mais en fait les devs ils sont cool entre guillemets. Et du coup on est arrivé tout doucement au launch. À la base, avant que le launch se passe, mes objectifs c'était vraiment récupérer du feedback, être présente et aider les joueurs sur des troubleshooting. Mais dans la réalité, la période de la lune de miel s'est achevée très rapidement parce qu'on a fait un launch. Côté presse, ça s'est bien passé. On avait des bonnes critiques sur tout ce qui était gameplay, DA, etc. Mais les serveurs n'ont pas tenu, quoi. Donc sur le online, on a eu énormément de problèmes. Et on a eu aussi énormément de bugs qu'on n'avait jamais spotés en QA parce que les serveurs étaient trop instables, donc ça générait des bugs, etc. Donc je suis passée en mode surtout troubleshooting. Ah oui, peut-être que là c'est pas dans le bon ordre, mais juste avant le launch, on avait invité des streamers. Là c'est le moment où en fait le taf de Devolver a convergé avec le mien, puisque eux ils ont invité des streamers célèbres, etc. On a fait une semaine de stream avant le launch pour avoir des actions marketing, avec aussi les interviews qui sont sorties, les premières reviews. Et j'ai réussi à glisser en fait mes streamers à moi, qui étaient des gens qui avaient déjà testé le jeu, qui streamaient ou pas forcément. Il y a des gens qui ont commencé à streamer avec Absolver. Et en fait, c'était vraiment cool parce que ces petits streamers rivalisaient avec les streamers influents, parce qu'ils avaient déjà une connaissance du jeu qui, mine de rien, Absolver, c'est un jeu de combat avec du deck building. Ça reste un jeu entre guillemets de niche et avec, comment on appelle ça, une courbe d'apprentissage qui est vraiment fat, quoi. Donc, il y avait des vraies différences de matchs de showcase quand tu tombais entre deux streamers invités par Devolver qui avaient moins de 2 heures sur le jeu et les streamers entre guillemets chevronnés qui eux avaient déjà bien intégré les mécaniques de jeu et au final ils showcasaient vraiment mieux en fait nos intentions. Donc je pense que c'est important qu'ils soient là au moment du launch parce que ça a beaucoup plus accroché et montré que le combat pouvait être dynamique, etc. Et hop, pas de vidéo, ça marche pas. Et du coup, on retourne sur le launch. Malheureusement, on a dû se focus sur tout ce qui était online, questions courantes. On avait énormément d'Excel sur les bug reports et les feedbacks. Ces outils-là se sont faits vraiment dans l'urgence parce que j'avais pas anticipé. Et j'étais toute seule en com dans le projet, donc j'avais pas forcément d'input aussi ou de conseils. Je manquais d'expérience. Donc ça s'est fait un peu sur le tas. Et avec le recul, je me rends compte que même si les process de bugs, c'est cool, c'est là que j'ai commencé à avoir des modérateurs. Donc on a commencé à leur dire, bon voilà, quand vous tombez sur des gens qui ont des problèmes, si c'est des problèmes de save, de leur demander leur ça. Enfin, j'avais préparé les cas de troubleshooting les plus courants, mais j'aurais voulu avoir un outil en fait, parce que le fait de passer par email, quand tu as des gens qui repartent des trucs sur Twitter ou quoi, on perdait énormément de gens. Parce que je pouvais pas être à la fois sur Discord, sur Twitter, sur Reddit, sur les Steam forums, sur les PS4 forums. Et si on avait eu un outil pour centraliser comme... donc ça, c'était un de mes nombreux Excel. Et par exemple, bon, ça se voit pas très bien, mais Star Citizen, eux, ils ont un outil, en fait, qui permet à la communauté de remonter des bugs, d'upvoter, plus le bug est upvoté, plus il a eu d'occurrences. La communauté trouve les steps, tout reproduisent ensemble. Et pour les devs, c'est cool aussi parce que si je réponds à un post, en fait, je réponds aux 465 personnes qui ont eu le problème. Là où moi, en fait, j'étais obligée de retourner dans mes emails, trouver tous les mails que j'avais flagués, genre problème de save, et répondre à la main un par un, en sachant que je vais en rater, quoi. Tuk-tuk. Et donc, même si le launch a été compliqué, on a quand même réussi à bien s'en sortir dans le sens où on a fait 6 patchs en 1 mois de debug. Donc, et le online s'est stabilisé quand même assez rapidement. Donc, même si on a perdu des joueurs, je pense que c'est des joueurs qui de base n'auraient pas forcément joué. Enfin, on en a perdu qu'on n'aura jamais pu retrouver, mais on restait sur un jeu de niche. Donc même si ça s'était bien passé, je pense qu'on en aurait perdu. Mais le fait de continuer à balancer du debug tout le temps et aussi à faire des posts assez longs qui expliquaient... on a joué ces cartes sur table sur le patch 1.6 qui est sorti mi-septembre alors qu'on était sorti le 27 août. On avait fait un gros pavé pour expliquer, bon voilà, on a eu des problèmes sur le launch, là on arrive encore avec du debug,
on a joué vraiment carte sur table pour leur dire que nous aussi, on était un peu frustrés d'avoir raté des trucs en QA. On aurait peut-être dû faire ça en test pour réussir à faire un truc plus smooth et qu'on était toujours là pour continuer à maintenir le jeu. Et une des hors bugs au launch, une des critiques les plus récurrentes qui arrivaient, que ce soit presse ou joueur, c'était que le jeu avait une impression un peu early access, dans le sens où le système de combat était solide, mais c'était assez difficile de le showcase puisqu'on n'avait que du 1v1 et de l'open world. Donc pareil, là on était en train d'expliquer que les contraintes d'argent faisaient qu'il fallait vraiment qu'on ship le jeu, mais qu'on avait ça sur notre roadmap en termes de nouvelles features, et qu'elles allaient être shippées de façon gratuite, et qu'on allait continuer à supporter le jeu avec des DLC gratuites jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc ça, même sur des joueurs frustrés, on a réussi à les récupérer en fait avec cette démarche assez honnête. Donc ça c'était cool. Oui. Excuse-moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dis-moi. Vous avez lancé le jeu en août. Alors j'ai cru comprendre que les bugs, c'était des vraies surprises. Les bugs online, en fait, c'était des vraies surprises, ouais. Mais par contre, vous aviez quand même bien sûr des deadlines à respecter au niveau du shipment du jeu. Oui. Et c'est pas ça qui a généré, enfin c'est pas parce que vous deviez privilégier la deadline que vous avez donc mis de côté en fait les potentiels bugs qui pouvaient... Les bugs qui ont été générés par le online, c'était parfois des bugs où toi en tant que joueur tu vas pas percuter que c'est du online, c'est genre ton boss qui pop 2 fois ou ta save qui est pas enregistrée ou ce genre de trucs. Et c'est, je pense, dû au fait que notre environnement de test QA était trop stable. Et du coup on est vraiment passé à côté. C'est pas à cause du shipment, de la deadline? Non, la deadline nous a obligés à reporter des features comme le mode de jeu 3v3 qu'on avait testé en bêta. Mais on est arrivé à un mois du launch, on était en test chez la PS4, tout ça, donc tu pouvais plus trop ajouter de trucs. Et les tests PS4, les TRC, on appelle ça, c'est les tests de qualité, genre si c'est pas assez bien, tu viens pas sur PS4, nous montraient en fait que le 3v3 était pas assez stable. Et à X semaines de la deadline, on s'est dit ok, en fait on va le cutter et on le shippera après. C'était... Après, c'est vrai que vu que le launch était plus géré côté marketing d'Evolver, même si moi j'étais associée de producteur, toutes les décisions macro, je n'étais pas encore forcément dedans, donc j'ai pas une vraie réponse à t'apporter parce que je sais pas exactement pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais je pense en vrai que quand tu payes, enfin, quand c'est ton premier projet, que tu as un éditeur, que tu as une équipe de 25 personnes, tu peux pas passer trop de temps à développer un jeu sans avoir de revenus derrière. Après, il y avait la solution de l'early access et tout, mais c'est pas des discussions auxquelles j'ai participé, donc j'ai pas de réponse pour toi, je suis désolée. Merci. Et ouais, du coup, en fait, après ce launch compliqué qu'on a à peu près réussi à manager, on a continué sur le post-launch. Et là, mes objectifs, c'était du coup plus du suivi. Une fois que le damage control était passé, il fallait que j'entretienne la communauté qui était restée et que je continue à essayer de favoriser en fait l'échange que j'avais mis en place au début, qui est bon bah voilà, c'est ça nos plans pour le jeu. On a envie de continuer et votre feedback est pris en compte aussi. À ce stade, t'es en entonnoir? Oui, allez-y, moi ça m'arrange. Au départ, t'avais, je dis n'importe quoi, t'avais peut-être 2000 personnes, je donne des chiffres. Ouais. Au moment du launch, peut-être que vous êtes monté un peu plus, j'en sais rien, peut-être avec la pub, les streamers, etc. Et après, au post-launch, vous avez réussi à évaluer combien de personnes vous avez réussi à garder, justement? Bah, on a du tracking sur ou même sur Steam, tu peux aller sur Steamify et voir. Donc c'est vrai que nous on a vu, genre le jour du launch, on avait 18 000 joueurs concurrents. C'est un chiffre qu'on n'a jamais réussi à récupérer. Ça y est, grosse voile pas à la face, non, c'est mort. Mais petit à petit, en fait, la communauté s'est stabilisée et à chaque update de contenu ou même chaque production update, qui sont des posts que moi j'écris pour dire bon bah voilà les gars, on en est là, ou les soldes, on voit que ça commence que ça remonte, tu vois, ça fait des pics. Mais on reste là autour de 100-200 joueurs concurrents, ce qui fait à peu près 1000-2000, j'imagine, joueurs réguliers sur le jeu actuellement. Et du coup, ouais, après ce launch compliqué, on avait quand même gagné une certaine confiance des joueurs, notamment grâce à la flopée de patchs qu'on avait fait. À un moment, on était à 2 patchs par semaine de debug entre août et octobre. Et on a d'ailleurs déjà ajouté du contenu. Et donc... on a commencé à pouvoir gérer du feedback, puisque j'étais quand même moins sur le debug, mais plus sur le feedback. C'est là que j'ai eu des renforts en community management. Donc on a commencé à bosser avec une boîte de modération.
comment dire, pour garder un côté authentique, en fait, quand t'embauches des gens qui sont pas dans le studio, mais que tu veux qu'ils transmettent ta vision, c'est assez compliqué. On a peut-être tous lu les posts d'EA qui avaient été faits sur Twitter ou Reddit, je sais plus, qui disaient on veut que ce soit un truc rewarding, enfin où tu sens les copier-coller, ou les gens qui n'ont pas bossé sur le jeu. C'était compliqué, mais en fait j'avais vraiment besoin de renfort, et on pouvait pas avoir quelqu'un en plus sur le bureau. Donc t'avais des besoins côté dev qui eux voulaient plus tout ce qui était trending topics, feedback joueur, et tu avais des besoins côté joueur aussi qui avaient envie d'être rassurés, qui avaient envie d'être engagés, qui avaient envie qu'on les écoute, qui avaient envie de voir que le jeu était vivant en fait. Donc j'ai avec moi 2 modérateurs de contenu qui eux ont le droit de taper des réponses à la volée parce qu'ils connaissent bien le jeu et qui eux-mêmes gèrent quelque chose comme 8 modérateurs qui sont juste là pour flaguer les messages offensants et les effacer et me faire remonter le feedback. Et du coup, pour garder ce côté authentique, on a fait une flopée de documentation. Avec du recul, je me dis qu'un wiki ça aurait été cool pour le jeu, mais en fait, on n'en a pas. Donc on a fait des espèces de compendium de... j'allais voir le directeur artistique, j'étais là genre, bon, tu peux me dire quelles sont... Enfin, je prenais des listes de questions que je pensais qui allaient arriver, et lui me faisait des réponses, et j'ai fait ça avec tous les pôles. Genre en design, en art, en prog, et même avec mon producteur aussi pour avoir la roadmap des prochaines features, ce qui permettait en fait aux modérateurs de répondre à la volée avec des éléments pas des éléments de langage parce que j'ai pas envie de dire on leur a dit de parler comme ça, mais des éléments des informations en fait que moi je savais avoir été validées, ce qui leur permettait de dire bon je vais passer cette information et je vais faire ma phrase autour. Pour l'instant, ça se passe bien. On n'a pas trop eu de critiques de joueurs sur ouais, j'ai l'impression que quand on me répond à côté. Donc, malgré le fait que les outils, parfois, c'est un peu compliqué de bosser sur Excel et de le mettre à jour à chaque patch, pour l'instant, ça marche. Du coup, ça, c'est un exemple de Excel que je reçois toutes les semaines qui sont de la part des modérateurs pour l'équipe, où en gros, tu vas avoir chaque semaine les trending topics par plateforme en positif et en négatif. Et derrière, donc c'est pas l'email unique, hein, derrière il y a plus de détails, mais c'est des trucs sur lesquels les leads s'appuient pas mal pour mes next steps.com et aussi parfois pour les next steps carrément en prod. Puisque nous, on avait fait un jeu PVP à la base, par exemple, et en 1 an, la demande de PVE, c'est un truc qu'on n'avait pas du tout anticipé et qui en fait est devenu un sujet tellement populaire que c'est parti en prod, quoi. On est en train de faire du PVE. Hop, non, oui, hop. La modération sur les canaux officiels, donc comme je vous ai dit, j'ai cette équipe de modération qui est avec moi et qui du coup a beaucoup aidé l'équipe de volontaires dont je parlais tout à l'heure. C'est normal, des volontaires, je ne peux pas leur demander de rester 1 an sur un projet sans être payé. Enfin, il y a d'autres jeux qui sortent, et puis c'est bien pour eux de s'engager dans d'autres communautés. Donc on a quand même eu des gens qui ont tourné, mais par contre les modérateurs sont là et je sais qu'ils sont tout le temps là. Donc on est parti sur une modération qui est super sévère, mais ouverte. C'est-à-dire que pour moi, sur tous mes cadeaux officiels, cette feature c'est un truc de retard, ça dégage. Cet outfit il est trop gay, ça dégage. Tous les trucs en fait qui ont une connotation qui à mes yeux n'est pas un vrai feedback, mais un truc qui va utiliser des mots qui sont des insultes. Enfin, je préfère que tu dises c'est stupide plutôt que c'est gay. Et au début en fait c'est super mal passé parce que les joueurs étaient pas du tout réceptifs à. Enfin, ils disaient qu'on était relou en fait parce que t'as pas le droit d'insulter des gens de Little Beach ou d'être un pussy parce qu'il s'est barré d'un 1v1. Alors je sais pas si c'est lié au fait que les jeux de combat attirent des gens qui sont très tryhard et du coup on est frustré assez rapidement, mais je pense qu'on peut être frustré et salé sans être insultant, ou être insultant sans être dans la stigmatisation, on va dire. Donc c'est un travail un peu de tous les jours où en fait tu essayes de justifier tes choix, genre quand tu bannes quelqu'un ou que tu lui mets un warning parce qu'il a dit pussy, et que lui il est là, ouais mais pussy c'est pas comme si je t'avais dit de choper le cancer et de mourir. Et donc t'es là en train d'essayer d'expliquer. Alors déjà les deux c'est un peu pourri comme feedback, mais si tu pouvais dire que c'est... Enfin si tu pouvais déjà, même nous en tant que dev en fait, quand tu nous expliques qu'un truc c'est gay, je préfère que tu me dises j'aime pas les couleurs ou sur le truc, parce qu'en fait c'est pas des vrais feedbacks quand t'es dans l'insulte comme ça et ça stigmatise une partie de notre communauté. Enfin moi j'ai reçu des mails sur Discord avant que les modérateurs arrivent pour dire voilà moi je suis trans, je me sens, dès que j'arrive sur le serveur je me sens stigmatisée parce que en fait c'est un peu la fête à l'insulte. Donc c'est un des trucs sur lesquels on bosse.
mais je sais pas comment ça se passe. Oui. Et du coup, est-ce que les modérateurs... moi, je travaille un peu sur Battle.right, sur la communauté française. Ah, stylé. Et du coup, moi, je me demandais, est-ce que l'équipe de modération, tu as réussi à la convaincre facilement que c'était important, l'inclusivité? Bah, en même temps, je pense pas qu'ils avaient trop leur mot à dire, Ok. puisque les modérateurs volontaires, ils m'ont dit je suis pas habitué à ce genre de truc, je trouve que c'est un peu sec, Ok. mais on va le faire comme ça. Et il y en a même qui genre tu vois, il y a plusieurs serveurs Discord Absolver, du coup, notamment parce que moi je disais là genre bah non, mais si vous voulez aller vous insulter, bah créez votre propre serveur Discord et faites-le ailleurs, tu vois, parce qu'après le jeu est PJ13, donc c'était un peu un de mes arguments aussi, si le jeu est PJ13, autant que le serveur Discord le soit aussi. Et je sais que chez mes modérateurs volontaires, il y en a qui, sur leur Discord à eux, ont commencé en fait à appliquer nos techniques de modération parce qu'ils se rendent compte que ouais, bah, parfois, tu traites quelqu'un d'autiste, mais tu as des autistes qui sont en train de lire, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'il y a quand même une pédagogie à avoir au début pour expliquer. Mais je peux comprendre que ce soit chiant pour les... Ouais, c'est important. Hein. Moi, en fait, j'étais tombé sur un modérateur qui était lui-même sexiste. Ouais. Et du coup, comme c'est quelqu'un qui est volontaire et qui donne beaucoup de temps, ouais. T'as du mal à dire bah non et à le dégager, sachant que c'est quelqu'un qui donne beaucoup de temps sur le jeu aussi, quoi. Bah après, t'as des guidelines auxquels tu réponds même quand t'es volontaire, je pense. Nous, c'est vrai que l'équipe de modération, bah, techniquement, ils sont payés par Devolver, donc c'est pas des discussions qu'on a en fait. Ah, ils sont payés par Devolver du coup? J'ai les deux, j'ai les modérateurs volontaires qui étaient là depuis l'alpha. Et à partir du moment où mes modérateurs pas volontaires sont arrivés, j'ai pas fait un coup d'état, tu vois, genre ils ont travaillé ensemble. Mais donc les modérateurs pas volontaires, eux, genre j'ai des guidelines et ils discutent pas. Et c'est vrai que les modérateurs volontaires, il y a quand même eu une période d'explication et il y en a qui n'étaient pas d'accord, qui sont partis. Mais c'est vrai que personnellement, j'essaie de rester ferme là-dessus parce que je pense qu'il y a aussi un côté personnel. Moi, je joue aux jeux vidéo en ligne depuis très longtemps. À un moment, j'en étais à un stade où quand j'étais en ligne, je mettais un modificateur de voix sur mon micro pour pas me faire griller que je suis une gonzesse. Donc maintenant que j'ai un peu ce pouvoir, j'essaye de changer les choses. Je sais pas encore si c'est vraiment la chose à faire ou pas, mais j'ai l'impression d'être dans le juste. Oui, c'est hyper important. C'est super important. Mais c'est vrai que dans ton cas, si tu as un modérateur volontaire et que tu n'en as pas 400 derrière qui se battent pour son poste, j'imagine que c'est compliqué de lui dire merci pour ton temps, mais ça marche pas comme ça, fais autrement. Je sais pas. Bon courage. Oui. Tu gérais plusieurs communautés de joueurs, c'est-à-dire tu as probablement une communauté française, une communauté allemande, une communauté... je sais pas, alors mine de rien, le jeu est resté assez confidentiel. Ah d'accord, bah oui. Okay. Donc on a plusieurs canaux officiels qui sont les Steam Forums, le Discord et les forums officiels. Après on a des canaux officieux qui sont par exemple le Reddit. On a eu la discussion au début de se dire est-ce qu'on fait passer le Reddit en mode officiel, mais j'étais pas pour du tout parce que je trouve que ça crée un biais en fait où les gens vont avoir moins envie de parler parce qu'ils savent que la modération derrière c'est les devs. Donc on a des canaux sur lesquels on participe en off. Enfin, j'ai un compte Reddit, j'ai un flex au clap et je poste dessus, tu vois. Mais sur les canaux officiels, c'est tout anglophone. Personnellement, je traîne beaucoup plus souvent sur le Reddit et sur le Discord, ne serait-ce que parce que les Steam Forums, je les trouve trop toxiques et ça me déprime. Et on a une communauté russe qui est assez étendue. Et du coup, dans les modérateurs officiels, au début, on avait un français et un russe. Et finalement, la communauté française ne justifiait pas le besoin, ils parlaient tous anglais. Donc on est passé juste anglais et russe. Et ça, par contre, le russe, on a un forum russe sur notre forum officiel. Où moi, je leur balance, par exemple, les patch notes une semaine à l'avance. Comme ça, ils les traduisent et ils discutent avec les joueurs en russe. D'accord, donc deux communautés au final à gérer. Mais c'est vrai que... deux grosses. Ouais, c'est assez transparent pour moi au final parce que ça va être la mode team qui gère... C'est vrai, ouais. J'ai de la chance. Alors le jeu, il est localisé en tout en 11 langues. Et là, on va sortir en Chine et au Japon, je crois. Mais les updates aussi, vous les traduisez? Ouais, à chaque fois qu'on fait un patch, on récupère tout le texte, on l'envoie en loc et on l'intègre. Mais c'est vrai que mine de rien,
Je pense que c'est lié au fait qu'on reste un jeu de niche, mais tous nos canaux sont quasiment en anglais, même les joueurs d'eux-mêmes. Quelquefois, je reçois des mails en brésilien ou quoi sur les mails de support, mais c'est vraiment, vraiment rare. Donc, je sais pas. Ça, c'est merci aux joueurs, parce que je sais pas si on aurait pu se permettre en fait d'avoir un modérateur brésilien, un modérateur russe, un modérateur français. Ça monte assez vite, les recrutements. Oui ? Vu que vous avez des règles relativement strictes de modération sur les Discord, est-ce que vous avez envisagé à un moment de mettre des bots tout simplement pour autoban certains mots ou autres comportements? Oui, mais je sais pas faire. Oui, d'accord. C'est juste technique, quoi. C'était pas une Ouais. décision. Parce que ça aurait pu être une décision de vouloir avoir cette communauté de modérateurs à maintenir et. Enfin, ça aurait pu être volontaire, c'est pour ça que je me pose la question. Si je l'avais fait, ça aurait été en complément en fait, parce que ce que j'aime bien, c'est expliquer aux gens. Parce qu'il y a pas mal de gens en fait qui au début étaient franchement toxiques. Et à force de, tu mets un warning et tu vas discuter en privé avec le gars et tu lui expliques un peu, genre ouais mais tu vois, il y a des gamins sur le Discord, tes images un peu porno sous-entendues, ça marche pas, ou juste insulter les gens, ça marche pas. Enfin, je pense que le bot a son mérite lorsqu'il faut vraiment qu'il y ait des trucs qui passent pas du tout. Comme sur Discord, il y a toujours eu des histoires d'invasion. Je sais que sur le Discord de For Honor, il y avait eu des invasions pédopornographiques ou ce genre de trucs, ou des invasions nazies. Donc heureusement que tu as des bots à ce moment-là pour contenir le truc. Mais il faut quand même, je pense, que ce soit en complément d'une vraie discussion, parce que le mec un peu couillon en face de toi, là, c'est un humain. Donc c'est jamais perdu. Tu l'éduques en fait. Bah t'essayes, ouais, quand t'as le temps. Des fois, il y a quand même deux types de joueurs où il y en a qui vont se braquer quand tu leur expliques, mais tu sais jamais tant que t'as pas essayé. Donc t'essayes. Ouais, bah c'est assez rare, mais parfois ça arrive. Parce qu'après, tu vois, on a des... à un moment, je me suis foirée, genre on avait eu des gens qu'on avait ban pour racisme ou misogynie ou ce genre de trucs, et qui étaient venus faire un mea culpa en privé, genre non mais unban-moi ou quoi. Et je les ai unban. Et sauf qu'en fait, je me suis pris un sacré retour de bâton, parce que ça a décrédibilisé mes règles. Parce qu'une fois que tu bannes quelqu'un et que le mec il revient, surtout qu'en général, encore une fois, communauté pas très grande, tout ça, le mec qui insulte tout le monde, son pseudo on le reconnaît. Donc ah ouais, ce mec là il est revenu, pourquoi? Et on l'a fait 3 fois, et dans 100% des cas, les mecs qu'on avait des bans se sont refait ban un mois plus tard. Donc c'est assez dur à doser. Je pense qu'il faut réussir à être pédagogue dans tout ce qui est warning ou quoi, mais c'est vrai qu'une fois que tu bannes une personne, il faut rester ferme. Et du coup, faut pas ban pour rien, quoi. C'est assez subtil. Et ouais, j'ai oublié de le dire, mais dans les autres éléments de com et intentions qu'on a eu sur la com, c'était tout ce qui est écriture inclusive. On est parti sur de l'écriture inclusive discrète, c'est-à-dire que en fait, j'en ai parlé à personne dans ma boîte parce que c'était pas un truc sur lequel les gens de la boîte étaient réceptifs, mais je l'ai fait dans mon coin en remplaçant des hey guys par des hey everyone ou ce genre de trucs qu'on appelle l'écriture inclusive discrète. Et au final, personne l'a remarqué, sauf les gens qui se sont sentis, sauf les gens qui l'ont apprécié. Donc je recommande, c'est cool et c'est bien pour tout le monde. Et en plus, ça se justifie, dans le cas d'Absolver, ça se justifie très facilement parce qu'on a une DA qui est franchement pas genrée et pas sexuée du tout, pardon. Donc c'est cool, ça marchait bien ensemble. Et du coup, sur le bilan, donc encore une fois, je suis toujours en poste, mais c'est mon premier taf, donc j'apprends pas mal de choses et parfois avec du recul, j'ai envie de me mettre des baffes. En ce moment, on prépare une prochaine grosse update de contenu. Là, les grosses updates de contenu, pour l'instant, on en a fait 3 qui ajoutaient des nouvelles features. Après, on a ajouté d'autres contenus qui étaient des quality of life improvement ou du nouveau gear. Donc les quality of life, c'est plutôt pouvoir te permettre de copier-coller ton équipement au lieu de le refaire à la main à chaque fois ou ce genre de choses. Ce qui compte pour du nouveau contenu en dev parce que faut le tester, faut le debug, faut l'intégrer, mais pour les joueurs c'est assez transparent en fait, ils se rendent pas compte de la charge de taf qu'il y a derrière. Mais là on est sur une vraie grosse update de contenu du même gabarit que lorsqu'on a shippé un nouveau mode de jeu ou un nouveau mode de mentoring entre les joueurs, puisque les joueurs peuvent s'apprendre mutuellement leur attaque. On est très axé arts martiaux, mentor, etc. Et du coup, c'est divisé entre
préparer les joueurs à cette nouvelle update de contenu et maintenir les joueurs qui sont toujours là, parce que là on est dans une vraie période de creux, parce que on est sur des vraies nouvelles features sur lesquelles on n'a jamais bossé, c'est-à-dire que le dernier mode de jeu qu'on avait fait c'était le 3v3, donc c'était une nouvelle update de contenu avec des maps qu'on n'avait jamais fait, mais ça restait dans une architecture qu'on connaît, puisqu'on avait déjà fait le 1v1. Là on part sur du PvE, c'est-à-dire que on repart from scratch en fait. Donc on en a pour à peu près 6 mois de dev. Du coup, le personnage de community manager, en tout cas dans mon cas, c'est plus facile pour moi d'avoir un persona qui est du coup Slowclap Jess, qui interagit directement avec les joueurs en tant qu'être humain qui travaille chez Slowclap, plutôt qu'un compte neutre Slowclap, qui est ce que j'avais au début. Quand je suis arrivée dans la boîte, il y avait un compte Slowclap et c'est ça que je manageais. Et les limites de ce truc, à mes yeux, c'était que t'avais trop l'impression, en tant que joueur, quand tu parles au compte Slowclap, que tu parles à l'ensemble des devs, qui est une espèce de personnalité omnisciente qui doit te répondre et en fait, il n'y a pas d'humain derrière. Du coup, bon, j'ai gardé mon prénom, mais j'ai jamais montré ma tête. Mais Slowclap Jess, c'est vachement plus facile à gérer pour moi, même si ça suscite la curiosité des joueurs. Alors, je sais pas si c'est lié au fait que je sois une fille ou si c'est toujours le cas lorsque tu es un community manager, mais moi j'ai vu tous mes comptes perso de réseaux sociaux, même si je suis pas du genre à faire la pub pour mes trucs, j'ai vu mon LinkedIn augmenter, j'ai vu des gens qui ont spoté mon Instagram, alors j'ai jamais rien posté d'Absolver dessus. Il y a des moments, c'est un peu creepy, quoi. Et du coup, pour me protéger, j'ai vraiment créé un persona qui permettait de répondre à la curiosité des joueurs sans qu'ils aient besoin de sortir de mon cadre officiel de Slowclap. C'est-à-dire que sur le Discord, je déconnais avec les gens, on parlait pas forcément d'Absolver, et je les autorisais à mémer, enfin à créer des mèmes sur des trucs qui me sont liés et qui me dérangent pas. Dans mon cas, en fait, c'était mon getaway, c'était Beyoncé. Mine de rien, le fait de délirer sur des personnages de la pop culture et me créer un personnage de non mais Beyoncé c'est cool, tout ça, ça a fait que les joueurs, une fois que ce personnage était créé, mes vues à côté sur mon Instagram ou machin ont baissé. Parce que les gens avaient l'impression de connecter avec moi. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé et ça nous a permis de créer des interactions rigolotes avec la communauté, comme cette animation de Single Ladies qu'on a sortie et que beaucoup de gens ont reconnu parce que c'était vraiment devenu un truc assez puissant dans la communauté. J'ai une question. Oui. Ici. Ici. C'est par rapport à la disponibilité en fait des devs, parce que moi j'ai remarqué que au début c'est cool que les devs ils s'impliquent, etc. et qu'ils soient là, ou même que toi tu sois là souvent, mais de plus en plus ça te bouffe du temps et c'est des micro-interactions qui font 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes. Et en fait, j'ai discuté avec un mec d'Amplitude et qui me disait, lui, il force les devs à couper limite les interactions, des fois, parce que sinon ça devient chronophage, quoi. C'est sûr qu'avant le launch, t'avais des game designers, des artistes et tout qui traînaient sur le Discord. Mais après le launch, on a toujours des comptes, la plupart d'entre nous avons des comptes Discord, mais les gens qui ne sont pas community managers sont hors ligne. Et moi, quand je suis en mode associate producer, je suis hors ligne. Mais c'est vrai que tu vas avoir les joueurs qui demandent vraiment une interaction directe avec les devs. Et c'est vrai que parfois, ils me posent des questions d'équilibrage sur telle attaque. Et ou même moi, en tant que community manager, je suis là, genre, ouais, mais je suis pas le game designer, je suis désolée. Donc parfois, le truc qu'on fait pour essayer de mitiger cette vraiment attente et besoin d'interagir directement et de parler de façon pointue, c'est que une fois par semaine, je fais avec les trending topics en fait, ou les Excel de feedback, j'essaie de recouper les trucs qui reviennent assez souvent et je vais voir mon game designer, je vais voir mon dev et je vais essayer de trouver plus d'infos. Et en général, je suis assez honnête avec les joueurs qui viennent me demander des trucs trop pointus. Et c'est pour ça que c'est cool d'avoir Slowclap Jess plutôt que juste Absolver, parce que je peux leur dire, ok, en fait, faut que je voie avec le game designer, j'essaie de revenir vers toi plus tard, ou essayer de voir avec la communauté parfois. Vous avez songé à du live Twitch ou du contenu YouTube, ce genre de choses ? Ouais, mais on n'a pas une force de frappe assez forte parce que je suis la seule à gérer la com dans la boîte et en fait la gestion, ça prend beaucoup de temps à côté de la com et en général ça se voit quand je passe trop de temps en com, c'est sur les plannings que ça déborde. Enfin, tu vois ce que je veux dire ?
Je pense que c'est quelque chose qu'on aurait voulu faire et qui aurait été bénéfique. Tu vois, des amas sur Reddit et tout, c'est tous des trucs que j'avais dans mes wishlists, mais on n'a jamais forcément eu le temps de s'y coller, parce que en plus de moi, il faut que j'arrive à mobiliser tous les leads. Et mobiliser un lead sur un projet qui est tout le temps en flux tendu, ça relève de l'utopie. Donc ouais, c'est cool, ce serait bien, mais et je pense que c'est un truc qui est cool à faire pour la communauté, mais avec les moyens que j'ai, je peux pas. Oui. Ouais, petite question par rapport à Devolver. Est-ce Ouais. qu'ils sont encore présents? Et pour la grosse release, là, ils vont vous faire du PR encore? Ouais. Ah. Alors en fait, normalement, notre contrat avec Devolver se terminait 2 updates après le launch. Ah, c'était en update en fait que c'était compté? C'était pas en Alors temps? ouais, c'était launch plus update, parce que dès le début, en fait, alors là, je sais pas pourquoi ça s'est décidé, pas early access, jeu plus update, c'est pas de mon ressort. Mais de base, j'ai peut-être un élément de réponse, et les éditeurs ils font pas de early access. voilà, sûrement. Très bien. Mais ouais, de base, en fait, les discussions avec Devolver, en fait, avant qu'on commence à bosser avec Devolver, le scope du projet était quand même assez réduit, parce qu'on savait qu'on était sur un jeu de niche. Et une fois qu'on a commencé à bosser avec Devolver, le scope du truc a grandi de façon assez exponentielle. Et à un moment, on a commencé à faire des plannings avec le nouveau scope du projet, on s'est rendu compte que ça passait pas. Donc je pense que c'est à ce moment-là que le contrat s'est décidé en mode bon bah faites l'essentiel pour le launch, on continue à vous supporter pour les updates de contenu et ce sera cool, ça va bien se passer. Et là le contrat s'était terminé sur la dernière update qu'on a fait en décembre. Les retours joueurs étaient plutôt en mode ça serait vraiment cool de continuer le jeu, on voudrait du PvE et tout. Donc nous on a dit ok, on va bosser sur du PvE, on a commencé à budgéter, on est retourné voir Devolver avec notre plan d'update en mode ok, on aimerait bien faire ça sur le PvE, sans vous on va faire ça, avec vous on va pouvoir faire un peu plus, qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup là on a re-signé pour une update et pour un port Xbox. Ok, merci. Tu avais une autre question? Parce que je crois que je t'ai interrompu pendant que tu parlais. Non, mais enfin, plus t'en dis sur ton partenariat avec le Devolver, Ok. Ils sont très cool. Bonjour. Bonjour. Je me demandais en fait, comme tu disais que c'était ton premier travail, si tu t'es inspiré en fait de CM justement, que ça soit en France ou ailleurs, dont tu trouves qu'ils ont pu bâtir des communautés solides, etc. Il y avait un mélange d'instinct et aussi de ma culture personnelle. Je suis pas la plus grosse joueuse de l'univers, mais de base je joue quand même pas mal au jeu online. Enfin, j'ai 2000 heures de jeu sur LoL, donc forcément je vais voir ce qui se passe parce que on avait des similarités en termes de jeux multijoueurs, updatés constamment, communauté très salty. Donc je suis allée voir ce qui se passait. Il y a Battlerite que j'avais regardé lors de l'Early Access, quand vous faisiez le truc quand vous payez 20 balles pour avoir tout le jeu. À ce moment-là, je regardais pas mal les devblogs et tu vois, je me disais, d'instinct, je me disais, ça serait bien que je parle aux joueurs, mais est-ce que ça se fait vraiment? Et en fait, après peut-être que c'est un biais de confirmation, hein, mais sur les trucs que j'ai vus, je me disais, je me sens plus proche d'une approche comme celle de Battlerite ou d'autres jeux indés. Hein? Ouais. Mais LoL, tu vois, ça m'a inspiré parce que je les ai vus changer de com sur les 6 ans sur lesquels j'ai joué au jeu. Je me suis dit, ah ouais, là ils ont un peu chibré parce qu'ils disaient rien. Là ils ont dit des trucs et en fait 3 ans plus tard c'est toujours pas là. Donc je me suis quand même pas mal inspirée de ce qui se faisait, mais ça reste dans mon cercle proche. Et j'ai aussi rejeté des trucs qui, moi, me braquaient un peu plus, genre la communication sur certains AAA. Je me suis dit, en fait, je vais essayer de m'éloigner de ça. Et c'était un mélange des deux. Autre chose? Au niveau de tes études, justement, Ouais. Merci. Oui, comme c'est ton premier job, au niveau de tes études, de ce que tu as appris pour devenir CM, qu'est-ce que tu as pu utiliser de ta connaissance théorique? Alors du coup, moi j'ai un parcours un peu aléatoire, dans le sens où j'avais arrêté mes études pendant 3 ans, puis reprise en com, puis fait un peu de journalisme, puis fait du graphisme et de la gestion de projet en dernier. Et je crois que les cours qui m'ont le plus servi, c'est les cours de psychosocial. Ah ouais. Ouais. D'accord. C'était
c'est tout con, hein, mais c'est vrai que ça m'a énormément aidé, même à dédramatiser ou à me dire en fait non, bah oui, mais c'était attendu, ça devait se passer comme ça. À partir du moment où tu as 3 personnes dans une salle, forcément certains comportements vont apparaître. Ça m'a. Ouais, psychosocial. En CM, ça m'a beaucoup aidé. Gestion de crise aussi, parce que tu as eu des moments durs quand même. J'en ai fait un peu de la gestion de crise en cours, mais c'était très axé grandes entreprises. Ah oui. Donc là, la gestion de crise, c'était plutôt instinctif et c'était plutôt en réaction aussi à comment mes patrons voulaient gérer le truc et comment Devolver se greffait sur la chose. J'avais pas tant un pouvoir de prise de décision qu'un pouvoir d'arrondir les angles et d'essayer de mettre à ma sauce des trucs qu'on me donnait en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, la question suivante que je voulais poser, c'était de quelle manière Devolver influait sur ton travail, hein. Quelle était ta... Enfin, tu avais une marge de manœuvre visiblement assez large. Tu pouvais visiblement faire à peu près ce que tu souhaitais faire, comme tu souhaitais le faire, mais peut-être que Devolver avait, je sais pas moi, il t'imposait peut-être des choses aussi. Peut-être plus à Pierre, qui est le patron de la boîte, dans le sens où Devolver a jamais trop mis les mains sur les interactions directes avec la communauté, mais plutôt sur, en tout cas pendant le launch par exemple, c'est eux qui sont allés rappeler des médias genre Rock Paper Shotgun ou quoi, qui ont refait des articles derrière pour dire bon, bah, après ce launch compliqué, Absolver a déjà sorti 6 patchs et les serveurs vont mieux. Devolver, je pense, nous enfiler des coups de main sur du marketing de gestion de crise. Ils géraient plus en fait tout ce qui est acteur. Ah, c'est bien, c'est cool. Ouais, moi ça m'a beaucoup soulagée. Et touc. Et du coup, ouais, toujours sur le rôle du CM, quand tu as une modération aussi sévère que celle que je souhaite avoir, forcément les attentes joueurs, c'est d'être irréprochable derrière. Donc, faut que je fasse attention à ce que je dis, comment je le dis, quand je le dis. En général, ça va, il suffit d'avoir... si ce que tu fais c'est naturel, forcément tu vas pas trop faire des maladresses derrière, bien que des fois quand tu es fatigué ça arrive, faut faire attention quoi. Et tu peux, dans mon cas, ça marche pas très bien. Dans mon cas, il y a quand même pas mal de... On pouvait contrebalancer en fait tout ce qui était modération sèche avec tout ce qui était des mèmes en fait. On a totalement embrassé les joueurs qui se foutaient de notre gueule. Et c'est devenu assez cool. Bon, bah là, c'est un squelette avec un masque d'Absolver qui attend que les serveurs marchent. Et c'est des trucs dont on s'est resservi tout le temps, qu'on s'amuse à... tu vois, le Don't Ask Me for Shit, c'est peut-être l'image que j'utilise le plus sur tous les réseaux. Mais c'est parce que c'est les joueurs qui l'ont créé, en fait. Donc, tu peux réussir à... Je sais pas comment dire en français, du banter. Tu peux te chambrer mutuellement si c'est dans le respect et ça se passe bien, quoi. Et du coup, toujours sur la com, en fait, donc on a beaucoup parlé de comment les devs, comment moi en tant que dev j'allais gérer la communauté, mais mine de rien, la communauté gère aussi les devs. C'est-à-dire que les feedbacks des joueurs et comment on interagit avec les joueurs, ça a un vrai impact sur les devs. Moi, je l'ai vu surtout au moment du pré-launch, quand on parlait t'as pas mal de gens du studio qui interagissaient directement avec les joueurs, mais j'ai vu en fait plein de boucles mail s'ouvrir dans le studio où tu avais des game designers qui s'échangeaient des gifs des joueurs ou des feedbacks. Et du coup, je m'en suis servi en fait, même là à l'heure d'aujourd'hui, où je vais repérer des feedbacks joueurs qui sont intéressants et qui sont rigolos pour pouvoir aussi contrebalancer en fait les lectures à la chaîne de commentaires de vidéos YouTube qui peuvent être franchement déprimants, mais que par exemple les game designers sont obligés de lire parce qu'ils ont besoin du feedback sur l'équilibrage. Donc j'essaie de favoriser en fait l'impact positif de la communauté sur les devs. Et il faut aussi savoir que du coup la communauté a aussi un impact sur les devs dans le sens où ils ont quand même eu énormément de mots à dire sur tout ce qui est balancing et prochaines features, notamment le PVE qui arrive alors que c'était genre pas du tout dans nos plans. La gestion de l'impatience et de la frustration, c'est un truc difficile. Parce que quand moi je dis soon, je pense à dans 3 mois, et quand je dis soon, les joueurs passent dans une semaine. Donc quand nous on est en période de creux comme en ce moment, il faut vraiment... ce que j'essaye de faire, c'est de parler le plus aux joueurs. Donc au début, on leur parlait surtout de ce qui était feature en développement. Mais il y a beaucoup de moments où en fait, même si on est sur des features en développement, on a besoin de faire du debug, on a besoin de faire des mises à jour tech. Et c'est des trucs dont on ne parlait pas avant.
et que je commence à utiliser maintenant parce qu'on est vraiment sur une vraie période de creux avec une vraie attente et les joueurs sont vraiment vraiment frustrés. Donc là je viens de faire un gros post qui expliquait qu'on vient de mettre à jour le moteur Unreal de la 4.17 à la 4.18 qui expliquait à peu près comment ça se passe et pourquoi c'est long et lourd pour nous alors que c'est transparent pour les joueurs. Et je me rends compte que plus c'est high level, genre un blog post, plus tu peux dire des trucs sans trop te donner de détails parce que tu vas noyer les gens, et plus tu réponds à des commentaires, à des tweets, ou si t'es sur Discord ou sur Reddit, là tu peux aller vraiment plus dans les détails parce que la personne qui te pose la question de base a envie d'apprendre. Donc c'est le juste milieu entre ne pas noyer les gens et être honnête quand même. Et ouais, dire pourquoi en fait. Et du coup, ça nous donne des gentils messages. Ça fait plaisir parce que tu vois là, t'as des joueurs qui retiennent que en fait, on n'a que cette prog et ça remet en perspective le fait que parfois c'est long à développer les choses. Et qui du coup participent en fait de façon pour moi passive à l'image qu'on veut donner de la boîte parce que je suis pas obligée de le dire à chaque fois parce qu'il y a des joueurs qui le font pour moi. Et ça, c'est un exemple de pavé que je peux poster avant la patch note. Donc on va pas le lire, mais c'est des explications et c'est d'être pédagogue et rigolo et honnête. C'est un peu compliqué, mais je pense qu'il faut le faire. Et la Moteam, on a déjà pas mal parlé, donc on va passer rapidement dessus. Mais c'est une boîte qui est extérieure. Faut créer l'illusion, en fait, ne pas dire que c'est des gens extérieurs. Et pour créer l'illusion, en fait, faut engager ta Moteam aussi, c'est-à-dire qu'on joue au jeu avec eux. On crée des documents de feedback, on prend leurs conseils, etc. Et pour l'instant, ça se passe bien, je suis contente, je recommande. Et gestion du temps, outils et gestion du temps, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Le fait d'être associé de producteur et communication manager, c'est compliqué. Et il faut savoir parfois décrocher du truc alors que tu as 12 notifications sur tous les réseaux. Mais parfois tu peux pas. Et je me rends compte là avec le recul qu'on est en pré-prod, on est passé trop à côté de l'intérêt des outils, que ce soit des outils de bug report, des outils de feedback pour faire un callback à la conf de ce matin. C'est des trucs. Ouais, je suis arrivée sur cette conf et je me suis dit oh mon dieu mais oui. Parce que c'est en plus en com c'est difficile à justifier pour tes progs qui ont la tête sous l'eau. Et t'as envie de leur dire ouais mais j'ai besoin d'un truc de bug feedback parce que en fait je perds trop de temps à répondre à 12 mails différents et j'en ai raté 20 autres. Mais c'est toujours le complexe du on est en flux tendu pour dev des features, mais moi j'ai besoin de trucs sur lesquels je pense qu'il y a un vrai retour. C'est-à-dire que pour les joueurs c'est vraiment cool de pouvoir s'impliquer et qu'on leur réponde, mais dans le studio c'est assez difficile à justifier parce que c'est pas genre il y a un retour sur investissement ou enfin tu le vois pas directement. Mais je pense qu'on est passé à côté et qu'on n'aurait peut-être pas dû quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Toujours les mêmes. Oui, j'avais une autre question, c'est que, alors moi j'ai travaillé dans un studio où il y avait une personne qui était dédiée au community management, et en fait cette personne rencontrait les joueurs lors d'événements, etc. Et je voulais savoir si c'était ton cas, parce que bon, tout à l'heure tu parlais de choses creepy qui arrivaient sur tes comptes. Oui. Mais est-ce que je sais pas, tu les rencontres aux événements par exemple ou... Ouais, j'ai fait la démarche. PAX. Mais ou même le studio a fait l'E3 2 fois ou sur des salons. Après, on a voulu inviter des joueurs au studio. D'accord. Pour justement là, on a un nouveau style de combat. On aimerait bien le faire tester par des gens qui sont habitués au jeu. Et on sait que Ubisoft ou même League of Legends ou d'autres jeux font venir des gens. Mais en fait, nous, on n'a pas une très grosse communauté. On peut pas défrayer des gens de l'autre bout du monde. Donc, pour l'instant, on fait une bêta. D'accord. Mais bon, il y a des rencontres en fait qui sont faites et. Ouais. Mais ils te connaissent en tant que la community manager? Ils n'ont pas vu ma tête. Pour l'instant, en fait, c'est ça que je voulais savoir en fait. J'aurais dû être plus direct. Même quand j'étais à la PAX, j'étais sur le stand et je me présentais en tant que dev, mais c'est vrai que la connexion entre Slow Clap Jess et moi-même ne s'est pas faite et j'ai pas trop envie qu'elle se fasse. C'est ce que j'avais compris. Ça, c'est des expériences personnelles. Je me suis fait doxer quand j'étais gamine et des gens qui avaient envoyé des photos devant ma maison à mes parents alors que j'avais 16 ans, tu vois. Donc, depuis, j'ai un mécanisme de défense qui est assez fort là-dessus. Mais je pense que c'est possible. Enfin, dans League of Legends, tu vois des personnalités comme Shox ou qui sont pas forcément community manager, mais qui ont leur personnalité de je suis
dans ce cadre de jeu, mais j'existe aussi en tant que personne et ça se passe très bien. Donc, Hein? Bah, Choc, c'est une femme. Hein. Et t'as Amélie, t'as une Française aussi qui gère l'e-sport. Mais je pense qu'il faut pas avoir peur de s'exposer, parce que même moi, sans m'exposant, on a eu des fanfictions érotiques qui ont été rédigées sur le jeu avec des devs dedans, dont moi. Enfin, c'est... Quand même, hein. Voilà. Et autant te dire que les devs hommes ne se faisaient pas violer, et les devs femmes, comme moi, se faisaient violer. Donc... moi, j'ai pas envie de le faire, mais je peux comprendre que ce soit intéressant et que même pour les joueurs, ce soit cool, mais c'est pas moi, je le ferai pas. Ouais, moi, dans mon expérience, j'ai vu que c'était bénéfique, Ouais. mais effectivement, oui, peut-être que ça dépend de la communauté que tu as derrière le jeu. Mais je pense qu'il faut avoir les épaules assez carrées aussi. Aussi, ouais. T'as toujours des cons hein, à partir du moment où t'as un certain nombre de gens. Qu'est-ce qui est bénéfique des fanfictions Faites une blague, mais j'ai compris. Non, mais d'exister en tant que personne et que les joueurs te connaissent, tu vois. Moi, ils me connaissent, mais de loin, de très loin, ils me connaissent uniquement sur mes canaux officiels. J'ai pas ouvert mon Instagram, j'ai pas de compte Twitter, et c'est pas un truc que j'ai envie de faire. Parce que ça me fait peur. Mais il y a des gens qui le font bien. Autre chose ? Moi, j'ai 2 questions, je vais te les poser à la suite. Ok. La la mort. première, c'est est-ce que vous voulez pas juste mettre en place un simple système de ticketing pour votre retour, justement, ce qui est facile à mettre en place, parce qu'il y a des solutions qui existent en ligne et qui marchent très bien et qui sont pour certaines gratuites. Ouais. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'avec la nouvelle update, vous allez chercher justement à étendre votre communauté et à relancer un petit peu... Alors, pas forcément la communication, mais plus la vague marketing pour essayer d'aller chercher des nouveaux joueurs ou de réintéresser des gens, de relancer la hype que vous aviez eue au lancement. Alors pour le ticketing, oui, mais j'ai besoin de soutien quand même. J'aurais toujours besoin de soutien en prog. Enfin, c'est pas le genre de décision que je peux prendre toute seule. Et c'est vrai que j'ai pas forcément le temps de faire du benchmark non plus. Donc en fait, tu vois, genre là, j'ai Star Citizen, j'ai vu qu'ils ont fait ça. J'ai vu la boîte qu'il a fait, je sais que ça coûte trop cher, donc je peux pas le faire. Mais je suis consciente qu'il y a d'autres outils de ticketing, mais je les connais pas, tu vois. Après, là-dessus, tu peux chercher sur de l'outil de ticketing, pas orienté jeux vidéo, mais plus orienté web. En fait, tout simplement, il y en a énormément qui existent, Ouais. qui sont faits pour faire du retour sur, par exemple, des modules PrestaShop ou des conneries comme ça, enfin des choses vraiment payantes mais ponctuelles. Ouais. Et du coup, tu peux mettre en place des systèmes de ticketing pour ce genre de choses-là. Et il y a des solutions qui sont gratuites ou qui sont avec abonnement mensuel, qui sont pas Oui, excessifs. c'est pas mirobolant. Et voilà, qui peuvent peut-être être adaptés pour, en tout cas pour un premier temps, et pour avoir au moins un minimum de support. Ouais. Et ça te permet de faire du tri, de faire des systèmes de classer vous-même votre retour. Est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est un problème avec la communauté? Est-ce que c'est un problème avec le jeu, enfin, etc. Mais c'est un truc qui m'intéresse énormément, mais je pense que j'ai pêché par manque de temps et de connaissances tout court, tu vois ce que je veux dire. Et peut-être que justement la prochaine update, c'est une bonne excuse. Et du coup, par rapport à ta question sur la prochaine update, a priori, nous, ce sera la dernière. Parce qu'on est claqué en fait. Ça veut pas dire que le jeu sera pas supporté, parce qu'on va continuer sûrement à faire du debug ou à ajouter des équipements de façon ponctuelle, mais on va commencer à faire basculer les devs et tout sur un autre projet, parce que ouais, ça fait 3 ans quand même. Donc après, sur la communauté, on n'en a pas encore trop parlé. Moi, j'ai des idées pour pimper un peu plus le site web, genre afficher les leaderboards directement sur le web, etc. Et donner un peu plus de tools à la communauté pour se gérer, organiser des concours et tout. Mais c'est vrai que c'est... en fait, le fait que je sois isolée sur ce genre de questions, ça me bride un peu sur mes possibilités et mes prises d'initiative. Est-ce que du coup, l'orienter plus vers peut-être genre l'e-sport, parce que ça s'y prête un peu quand même votre... Tu peux pas faire de l'e-sport... J'ai pas dit que ça serait pas toxique. Hein, ça coûte... il faudrait faire de l'équilibrage tout le temps, parce que en fait, de l'e-sport, si tu fais pas des patchs régulièrement, c'est ennuyeux. Et de toute façon, je pense que notre network sera jamais assez solide. On n'a pas de système de ranked en fait. Donc, même si de base le game design s'y prêtait, les limites techniques ont fait que en fait, on n'est pas assez stable. Donc la communauté va faire sa chose dans son coin lorsque l'update sera passé. Moi, je vais essayer de leur donner des outils, mais c'est vrai que ça va pas être la révolution non plus, quoi. Monsieur derrière. Une dernière question.
Parce qu'après, il faut vraiment qu'on arrête si on va Pardon. commencer à être... Non, on est bien, mais juste après, on risque d'être en retard. Comme vous voulez. Mutualiser les questions, posant 2 d'un coup. Petite question sur la courbe de difficulté du management dans le temps de la communauté. Est-ce que au départ, tu as eu des difficultés à expliquer aux gens ce qui se passait parce que tu avais peut-être un manque de connaissances en programmation ou en réseau? Et est-ce que au fur et à mesure du temps, tu as gagné des compétences là-dessus qui t'ont facilité la tâche? Alors là, je suis très chanceuse parce que le fait d'être chargée de projet à côté, parce que en fait, mes premières interactions avec la communauté sont quand même arrivées genre 6 mois, voire un peu plus après que je sois rentrée dans la boîte. Donc le fait d'être chargée de projet, d'être tout le temps au meeting, de faire les plannings, de faire tous les délits, ça m'a quand même filé un bagage culturel, culturel assez fort qui me permet d'être la plupart du temps autonome sur mes réponses aux joueurs sans aller poker à chaque fois les progs. Donc ça va, je pense que c'est bien de savoir, d'avoir des connaissances sur les autres métiers, mais pour le coup j'ai eu de la chance grâce à la double casquette. Merci. Et donc merci beaucoup. en tout cas. Merci.